Bonjour, bonsoir à tous. Georges Info, c'est mon nom. Je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur les algorithmes deuxième partie. Dans cette deuxième partie, nous allons étudier particulièrement les structures. Nous avons déjà étudié dans la première partie les notions de base sur l'algorithme. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas et n'hésite pas de cliquer sur s'abonner juste en bas pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si tu aimes la page, n'oublie pas de cliquer sur like et n'oublie également pas de partager avec tous tes potes. Alors, installe-toi confortablement, nous allons commencer. Alors, je vais travailler avec des personnages comme d'habitude, deux grands personnages. Nous allons travailler avec les Simpsons et nous allons travailler également avec Kiriko. Alors, avant de commencer directement à évoquer ces personnages, la première question qu'on devrait se poser, c'est quels sont les types de structures. Nous allons voir dans cette vidéo qu'il y a deux types de structures. Il y a les structures qu'on appelle les structures alternatives et également ce qu'on appelle les structures itératives. Pour mieux comprendre cette vidéo, il est important de pouvoir suivre d'abord la première vidéo qui parle de l'initiation à l'algorithme, parce que je ne reviendrai pas sur certaines notions déjà abordées dans la première vidéo. Donc, il faut aller sur la page YouTube, regarder la première vidéo qui est liée à l'algorithme pour avoir toutes les notions de base pour écrire un algorithme simple. Alors, revenons dans notre vidéo. Je disais tantôt que nous allons avoir deux structures, les structures itératives et les structures alternatives. Alors, commençons avec la première structure, les structures alternatives. Alors, j'ai devant moi, vous voyez, les Simpsons qui se posent la première question. À quoi sert une structure alternative? Alors, vous voyez, entre parenthèses, c'est veut dire encore conditionnel. Quand on dit alternative, ça veut dire conditionnel. Bien. Deuxièmement, on a Kiriko qui se pose la question, qui nous dit, prenons le cas d'un circuit d'allumage. Alors, j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos, l'informatique s'implémente sur ce qu'on fait dans la vie réelle. Tout ce qu'on fait dans la vie réelle, en informatique, on l'implémente juste. Alors, on va prendre un exemple bien précis comme Kiriko nous propose pour mieux comprendre cette notion de circuit alternatif, de structure alternative. On va prendre donc le cas d'un circuit d'allumage. Alors, observez très bien et analysez. Alors, regardez, là, vous voyez, ça, c'est un geste qu'on fait d'habitude. Vous voyez, on a une main qui est placée sur un interrupteur. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? Il a envie d'allumer l'ampoule à la maison. C'est-à-dire le soir, lorsque vous rentrez, vous avez besoin d'allumer l'ampoule chez vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un interrupteur que vous devez appuyer dessus. Alors, quand il appuie sur l'interrupteur, alors vous voyez, en bas, on vous propose directement, s'il appuie, le circuit peut être fermé. Alors, sans toutefois être un physicien, quand on dit qu'un circuit est fermé, ça veut dire que le courant passe. Et quand le courant passe, on connaît ce qui suit automatiquement. Donc, on va voir donc que s'il appuie, le circuit peut être fermé ou alors le circuit peut être ouvert. Alors, regardons donc. Si c'est vrai que le circuit est fermé, vous avez vu juste à gauche, c'est vrai, on a mis circuit fermé. Si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Regardez, l'ampoule s'allume. Alors, si c'est faux, qu'est-ce qui se passe? L'ampoule reste éteinte. Ou alors, ça s'éteint si c'était allumé. Alors, on peut observer donc directement, d'après ce scénario, qu'on ne peut avoir l'ampoule allumée et éteinte au même moment. Donc, vous voyez que la solution qu'on a obtenue a été conditionnée par le fait que le circuit est ouvert ou fermé. Donc là, c'est ce que ça renvoie donc, regardez là, ça renvoie donc au fait que le circuit fermé est une condition. Si la condition est vraie, qu'est-ce qui se passe? L'ampoule est allumée. Si c'est faux, si elle est fausse, l'ampoule est éteinte. Vous voyez donc que la solution dépend d'une condition. Et généralement là, on va donc dire que cette structure offre deux issues possibles, comme vous avez vu en bas, puisqu'on a dit tout à l'heure la question, à quoi sert une structure alternative? Alors dans ce cas, on voit que cette structure offre deux issues possibles, vous lisez juste en bas. Si la condition est vraie, le premier traitement est exécuté. On voit que le premier traitement, c'était l'ampoule allumée. Si la condition est fausse, le deuxième traitement est exécuté. Là, c'était l'ampoule éteinte. Donc, on voit donc à partir de ce schéma, à partir de ce circuit, que la structure conditionnelle
permet de gérer des problèmes conditionnels. Donc, des problèmes dont le résultat dépend d'une condition. Alors, généralement, il y a des problèmes où on ne peut pas avoir les deux solutions au même moment. La solution dépend du problème, de la condition posée. Alors, pour entrer sur le plan, dans le plan informatique, pour entrer dans le domaine technique, pour représenter une structure, comment on représente, vous observez là, juste à gauche. Là, comme c'est une structure à deux conditions, vous voyez, la structure, dans la syntaxe d'une structure conditionnelle, c'est si, entre parenthèses, condition, alors, instruction A. Ça signifie que quoi? Si la condition qui est entre parenthèses dont vous observez, si elle est vraie, qu'est-ce qu'on fait? On exécute l'instruction A. Sinon, l'instruction B. Ça veut dire qu'on ne peut pas exécuter l'instruction A et l'instruction B au même moment. On ne peut exécuter une instruction qu'en fonction de la condition. Et généralement, la première instruction, donc l'instruction A, n'est exécutée que si la condition est vraie. Donc, c'est un peu le cas de notre ampoule. Vous avez vu que quand le circuit est fermé, si c'est vrai, l'ampoule s'allume. Si c'est faux, l'ampoule s'éteint. S'il fallait utiliser un algorithme pour pouvoir schématiser ou bien modéliser ce système, on devait utiliser la structure juste à gauche. Alors cependant, on peut avoir des structures qui utilisent plus d'une condition. Donc ils peuvent avoir deux conditions, voire trois conditions pour avoir plusieurs résultats. Regardez juste à droite. Là, on représente par exemple, voilà un cas où on a deux conditions. On a si condition 1. Alors, instruction A, ça veut dire, si la condition est vraie, qu'est-ce qu'on fait? On exécute l'instruction A. Sinon, si on peut avoir un autre cas ou une autre possibilité qui nous propose encore avec un si la condition 2, alors instruction B, sinon l'instruction C. On peut par exemple utiliser ce genre de cas dans ce genre de conditions, de structure, dans la résolution d'une équation du second degré. Pour ceux qui font un peu de mathématiques, rappelez-vous là-bas qu'on a par exemple les trois solutions en fonction de trois conditions. Dans le cas où delta est égal à 0, dans le cas où delta est supérieur à 0, dans le cas où delta est inférieur à 0. Dans ce cas, on va utiliser la structure conditionnelle juste à droite. Donc voilà donc à quoi ressemble une structure conditionnelle dans sa syntaxe. Et voilà à quoi sert une structure conditionnelle également. Donc, on va donc, Simpson, qu'est-ce qu'il nous propose? Il dit maintenant, si on entre donc sur le plan technique, comment écrire un algorithme utilisant une structure alternative. Et qui nous propose donc, prenons le cas d'un algorithme qui prend en entrée l'âge d'une personne, puis affiche mineur si son âge est inférieur ou égal à 18 ans et majeur dans le cas contraire. Alors, suivez très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut un algorithme qui affiche mineur si l'âge de quelqu'un, c'est-à-dire l'âge d'une personne, qu'on a pris en entrée au clavier, bien sûr, est inférieur à 18 ans. Et majeur si c'est supérieur. Alors, vous voyez que ce problème, en fait, est conditionnel. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas être mineur et majeur. On voit donc que la solution dépend d'une condition. Donc, on est obligé d'utiliser une structure conditionnelle. Alors là, ici, la structure conditionnelle aura deux issues possibles. Donc, le cas où c'est vrai et le cas où c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, il faut écrire l'entête. J'ai dit dans la première vidéo, la première vidéo sur les algorithmes, que lorsqu'on veut écrire un algorithme, il faut écrire en fonction de ses parties. On sait que l'algorithme est subdivisé en trois parties, l'entête, la partie déclarative et le corps. Alors vous voyez là à l'écran, il faut d'abord écrire l'entête. À quoi renvoie l'entête? L'entête, je rappelle, ça c'est un rappel, l'entête renvoie au nom, d'abord au mot algorithme, c'est-à-dire j'écris d'abord algorithme, et je donne un nom à l'algorithme. Et le nom de l'algorithme doit signifier ce que l'algorithme est en train de faire. Ici, on veut par exemple afficher mineur, majeur. Je peux dire donc algorithme mineur, majeur. Parce qu'à partir de mineur, majeur, on sait directement que l'algorithme veut déterminer les mineurs et veut déterminer les majeurs. Une autre personne pouvait bien écrire statut personne. En supposant que le statut, c'est le fait que vous soyez mineur ou majeur. Bon, j'ai choisi les mots-clés là, mineur, majeur. Je ne sépare pas la barre de 8, c'est un rappel. Quand on a un mot, un nom qui a deux mots, on met une barre de 8 pour séparer les deux mots. C'est une syntaxe, en fait, c'est une règle dans l'écriture d'un nom. Deuxième chose, la partie déclarative. Alors ici, c'est la rappel qu'on avait dit dans la partie déclarative, qu'ici on déclare les variables et les constantes. Alors,
Ici, qui est variable? C'est l'âge. Bien évidemment que l'âge varie d'une personne à une autre. Tout le monde qui va utiliser cet algorithme n'aura pas forcément le même âge. On ne peut pas tous avoir le même âge. Par conséquent, on va déclarer une variable âge. Donc, qu'est-ce que je fais pour déclarer une variable? Je mets var, là, je mets le nom de la variable, j'ai choisi âge. Pourquoi j'ai choisi âge? Parce que le nom est court. Généralement, quand le nom est court, on peut l'utiliser, mais quand le nom est long, on peut faire une abréviation. On peut utiliser des noms comme X, Y, c'est pas trop. Mais quand le nom est court, il est préférable d'utiliser entièrement ce nom. Alors, je mets âge, deux points, je précise le type de la variable. Généralement, le type de la variable dépend de la valeur que cette variable peut prendre. Alors, l'âge, généralement, c'est un entier. On ne dit pas que j'ai 22,3 ans. On ne dit pas que j'ai 24,8 ans. Bon, si les gens le disent, mais en réalité, on ne le dit pas. On ne dit pas qu'on a un demi-âge. En réalité, on a l'âge est entier. 23, 24, d'où je mets le type entier. Alors, troisième partie, donc, la partie la plus intéressante. La partie qui contient les instructions qui seront exécutées. Alors, on a le corps de l'algorithme. Quelle est la première chose à faire? Je mets d'abord début. Alors, je mets début. Une fois, après avoir mis début, il faut afficher, puisqu'on a toujours dit que l'algorithme ou bien est un programme qui est interactif. C'est-à-dire qui permet de communiquer avec l'utilisateur pour que cette communication va permettre à l'utilisateur de savoir ce qu'il faut faire et il fera en fonction de ce que le message que le programme lui aura envoyé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander à l'utilisateur, en afficher un message pour demander à l'utilisateur d'entrer l'âge et à partir de cet âge, on va vérifier si il est mineur ou majeur. Comment faire pour afficher un message à l'écran? J'utilise écrit, entre parenthèses, entrez votre âge. Quand je mets écrit entre votre âge, ça veut dire qu'à l'écran, l'utilisateur verra entrer votre âge. Et il saura exactement ce qu'il a lieu de faire. Comment faire maintenant pour récupérer l'âge? Une fois après avoir affiché le message, il faut donc donner la possibilité à l'utilisateur de saisir et récupérer l'âge pour mettre où? Dans la variable âge. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise lit. Lit, entre parenthèses, âge. Lit âge signifie qu'on récupère la valeur qui va saisir et stocker dans la variable âge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de âge? Puisqu'on a affaire ici à une structure conditionnelle, on va utiliser si, entre parenthèses, on met la condition âge inférieur ou égal à 18. Alors, donc si la condition est vraie, qu'est-ce qu'on fait? Si âge est inférieur à 18, on vient de voir que si c'est vrai, il faut afficher à l'écran. Donc, je mets écrire, entre parenthèses, mineur. Donc, je commence, quand j'ai mis la condition, je dis d'abord si c'est vrai. Donc, si c'est vrai que âge est inférieur à 18, qu'est-ce qu'on fait? Écrit mineur. Sinon, ça veut dire le cas contraire. Quand on dit sinon, ça veut dire que l'âge n'est plus inférieur à 18, c'est strictement supérieur à 18. C'est ce que ça veut dire sinon. Qu'est-ce qu'on fait? On met écrit majeur. Donc, affiché. Donc, quand on met écrit, ça veut dire que ça va afficher majeur. Je mets donc fin si. Une fois après avoir fini la structure conditionnelle, il faut boucler par fin si. Et après, il faut mettre fin. J'espère que tu auras bien compris cette partie liée à la structure alternative. Mais je tiens toujours à rappeler qu'il faut suivre la première vidéo sur l'algorithme pour avoir des bases. Alors, nous allons aborder une seconde phase. Là, les Kirikou se posent. Nous allons aborder la structure itérative. Alors, Kirikou, qu'est-ce qui se pose? À quoi c'est une structure itérative? Nous avons vu tout à l'heure le cas de la structure alternative. Alors, on appelle encore, comme vous voyez à l'écran, la structure itérative, la structure répétitive, ou encore une boucle. On va voir tout ça, on va tout expliquer tout à l'heure. Alors, Kirikou, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, prenons le cas d'un élève qui met du sucre dans son tapioca. C'est amusant, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Et ce qu'on fait tous les jours, c'est une boucle. On ne s'en rend pas compte. Observons la scène ensemble. Observons très bien la scène. Alors là, voilà, vous avez besoin de tremper votre tapioca. Vous avez le tapioca à l'écran. Tout le monde est censé connaître le tapioca. Alors là, vous avez du sucre en carton. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, j'ai le tapioca. Là. Ensuite, qu'est-ce que je fais généralement quand j'ai trempé mon tapioca? Je vais mettre du sucre. Vous voyez là, je mets un morceau de sucre avec ma cuillère. Donc, je mets d'abord un morceau de sucre. Là. Qu'est-ce que je fais après? Je goûte.
C'est-à-dire, quand je mets un morceau, je goûte pour vérifier si mon tapioca est sucré. Alors, regardez. Si le tapioca est non sucré, regardez juste en bas. Qu'est-ce que je fais? Je recommence le processus. Le processus, c'est-à-dire mettre encore un morceau de sucre. C'est-à-dire, je vais mettre un morceau de sucre, goûter, mettre un morceau de sucre, goûter, mettre un morceau de sucre, goûter. Et le jour où je vais goûter, le tapioca sera sucré. Regardez juste en bas, là, ça sera prêt à être consommé. Alors, vous voyez là, on refait une même action plusieurs fois, mais en testant chaque fois si le tapioca est sucré. Vous voyez donc la flèche qui monte et qui vous dit qu'on va mettre un morceau goûter, et une fois qu'on va goûter sera sucré, on descend juste et on peut consommer. Et on arrête de mettre le sucre. Alors ça c'est la première scène, en fait, le premier scénario. Vous observez maintenant le deuxième scénario. On va analyser ça tout à l'heure. Alors là, vous avez votre tapioca. Là, je mets un morceau de sucre. Là, je mets un deuxième morceau de sucre. Là, je mets un troisième morceau de sucre. Et là, directement, regardez en bas, c'est prêt à consommer. Alors, lorsqu'on analyse la deuxième situation, là, dans ce cas, on connaît déjà le nombre de morceaux de sucre. Parce que là, on ne goûte pas. On ne teste pas, on n'essaye pas de vérifier si c'est sucré ou pas. On sait déjà que pour telle quantité de tapioca, je dois mettre 1, 2, 3 morceaux de sucre. Et après, c'est prêt à consommer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc? Regardons la première situation. Et si on analyse, on va voir que la première situation indique là qu'il s'agit automatiquement d'une boucle. Vous voyez, boucle, ça veut dire tourner sur place. C'est ce qu'on appelle la structure itérative ou répétitive. Et c'est quel type de boucle? Là, on voit que c'est une boucle qui utilise une condition. Et généralement, il y a deux types de boucles qui utilisent les conditions. Il y a ce qu'on appelle la boucle tant que et la boucle répétée. Vous voyez, dans une boucle comme ce qu'on voit là, on effectue le même traitement, c'est-à-dire on met le sucre à chaque fois, qui est la même chose, on refait la même chose, tant que la condition ici, dans ce cas-ci, est vraie. Vous voyez, le tapioca est non sucré, c'est vrai, on refait la même chose. Le jour où la condition, par exemple, ici est fausse, on sort de la boucle, on ne peut pas consommer son tapioca. Alors là, on va dire par exemple que si on veut essayer d'écrire quelque chose, vous voyez, je mets tant que, c'est une boucle tant que, entre parenthèses, je mets la condition, tapioca non sucré. Donc si c'est vrai que le tapioca est non sucré, qu'est-ce que je fais? Mettre un morceau de sucre, goûter. Quand je goûte, je rentre encore au niveau comme la flèche monte, je rentre encore vérifier si le tapioca est non sucré, je mets le morceau de sucre, je goûte. Je vais faire cela plusieurs fois en vérifiant si le tapioca est sucré jusqu'à arrêter. Alors, il y a également une autre structure. Regardez, avant de passer à la structure, voici la syntaxe de la structure tant que. On profite une fois pour déterminer la syntaxe d'une structure tant que, vous voyez, tant que, entre parenthèses, condition. Et la condition qui est entre parenthèses doit être vraie pour continuer à entrer dans la boucle et effectuer les instructions qui s'y trouvent à l'intérieur. Ici, ces deux instructions, vous pouvez m'en avoir plusieurs, même 3, même 4. Donc, tant que condition fait, instruction 1, instruction n, fin tant que. Alors, voilà donc comment le scénario d'une boucle se passe. Tant que la condition est vraie, on effectue le même traitement jusqu'à. Alors, on peut également, toujours sur cette même lancée, voir qu'il y a des cas où la condition est fausse. Là, on parlera de la boucle répétée. Regardez juste en bas. La boucle répétée, par contre, fonctionne pratiquement de la même manière que tant que. Mais la seule différence, c'est que la condition est déjà à la fin. Vous voyez, répétée. C'est-à-dire que là, on exécute d'abord les instructions avant de tester la condition. Et alors que tant que la condition est au début, vous voyez bien que la condition est au début. Si on demande d'établir la différence entre les deux déjà, vous voyez que la condition est en début au niveau de tant que. On teste la condition au début, alors que sur répété, on teste la condition à la fin. Ça, c'est la première différence. Maintenant, une deuxième différence, on a vu que on effectue les instructions qui sont dans la boucle tant que chaque fois que la condition est vraie, alors que dans la boucle répétée, c'est chaque fois que la condition est fausse. Vous voyez, c'est le paradoxe. On effectue dans répété chaque fois que la condition est fausse. Vous voyez, l'inconvénient d'utiliser répété, c'est que comme on effectue la condition à la fin, on pouvait mettre le sucre avant de goûter à la fin. Ça veut dire, imaginez qu'un tapioca est déjà sucré. Vous mettez un sucre ou bien une marmite où il y a déjà le sel. Vous mettez le sel avant de goûter. Vous risquez de gâter la sauce.
Alors, regardons juste à droite. Ici, par contre, c'est juste à droite. On met le nombre de morceaux de sucre déjà connus. On n'a pas besoin de goûter. Là, c'est ce qu'on appelle une boucle pour. Vous voyez? Pour sucre de 1 à 3, faire mettre un morceau fin pour. Là-bas, c'est automatique parce qu'on connaît le nombre. Généralement, quand on connaît le nombre, on parle d'une boucle automatique. Le nombre est connu. C'est pour ça que j'ai mis pour sucre de 1 à 3. Ça veut dire que quand le sucre est à 1, on met. Quand le sucre est à 2, on met. À 3, on met et on arrête. Alors que l'autre, on goûte. On ne sait pas quand est-ce que, jusqu'à ce que ça sera sucré. Alors qu'ici, on sait déjà le nombre de fois qu'on va exécuter. Donc, on va donc dire que, regardez, la syntaxe d'une boucle pour, c'est pour, indice de 1 à n, fait. Instruction 1 jusqu'à fin pour. Là, n, c'est le nombre maximal. Il peut dire de 1 à 10, ça veut dire qu'il veut mettre 10 fois. Donc, voilà la différence. Pour est automatique dans les instructions. Donc, on va donc passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Kirikou dit donc, comment écrire un algorithme utilisant une structure itérative. Kirikou, prenons le cas de la table de multiplication par 5. Très bon exemple. Suivons très bien. Alors, là, regardez là, voilà. On suppose qu'on veut multiplier de 5, on veut faire 5 fois 1 jusqu'à 10. Alors, vous voyez que 5 est au milieu. 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3. Alors, vous voyez donc qu'en fait, on est en train de répéter quelque chose. C'est-à-dire qu'on multiplie un nombre à chaque fois par un même nombre. C'est-à-dire multiplier 1 par 5, 2 par 5. 5 est identique. Et 5 est identique. Et il se répète en se multipliant avec d'autres. Donc, c'est une boucle. Comment faire pour implémenter cela avec une boucle? Alors, regardez là. Vous voyez par exemple que i, c'est 1. Puisqu'on dit 5 fois 1, on suppose qu'on va prendre une variable i, qu'on va mettre la valeur 1. Vous voyez que 1 change. Comme il fait 5 fois 1, après on passe à 2, après on passe à 3. Lorsque vous dites déjà 1, 2, 3, 4, quand on multiplie quelque chose par 1, après par 2, par 3, 1, 2, 3, 4, vous voyez, on appelle ça déjà un nombre. On peut prendre une variable qui va permettre de s'incrémenter. Parce qu'en quittant de 1, 2, 3, on appelle ça l'incrémentation. Regardez, quand i a 1, on peut dire 5 fois i. Donc 5 fois i, en fait, va faire 5 fois 1. Parce qu'il y a 1. Après, qu'est-ce qu'on pense à faire? On pense à incrémenter. C'est-à-dire faire i reçoit i plus 1. Pour que la prochaine fois, on puisse faire maintenant 5 fois i qui sera maintenant 5 fois 2. Parce que quand je mets i reçoit i plus 1, je vais faire i reçoit 2. Vous voyez, l'incrémentation permet à i d'avoir 2 pour que la prochaine fois on fasse 5 fois i. Donc, il sera 5 fois 2. I passe à i plus 1, ainsi de suite. Alors, pour faire dans notre algorithme, on fait d'abord l'entête. Regardez, comme je viens d'expliquer, on met d'abord algorithme. On donne le nom de l'algorithme. J'appelle ça table multiplication par 5. Donc, table multiplication 5. Alors, je vais d'abord faire un algorithme avec la boucle tant que. Très clair. Qui utilise donc une condition. Alors, je mets var, je déclare deux variables, i, p, deux points entiers. On va supposer que i, c'est la variable qui va contenir les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bref, donc i sera notre variable qui va s'incrémenter pour nous permettre d'avoir les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Et p, c'est la variable qui va contenir donc le produit de la multiplication de 5 par 1, de 5 par 2, ainsi de suite. Logiquement, on manipule les entiers, donc on va mettre deux points entiers. Ensuite, je mets début. Alors, qu'est-ce que je fais? J'initialise i à 1. Parce qu'on va la refaire 5 fois 1. Donc, je commence par dire que i va contenir 1. Alors, je dis donc, tant que, regardez bien, tant que la condition, c'est quoi? I inférieur ou égal à 10. Donc, ça veut dire que notre i, quand ça va s'incrémenter, ça doit aller jusqu'à 10, puisqu'on est en train de voir qu'on veut faire la table d'équation jusqu'à 10. Donc, tant que c'est i inférieur à 10, si c'est vrai que i est dans la marge de 1 à 10, on va toujours rester à l'intérieur pour faire notre multiplication. Regardez, là je dis P reçoit I fois 5. Vous voyez qu'on a mis d'abord I à 1, donc on est confiant qu'on va faire 1 fois 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a fait 1 fois 5, on peut afficher parce que logiquement, quand on fait la table de multiplication de 1 fois 5, il faut qu'on voit le résultat. Vous voyez, I fois 5 est égal à P. Bon, regardez, je n'ai pas mis les guillemets sur i parce qu'on ne met jamais les guillemets sur une variable. Ça veut dire que ça va afficher p. I fois 5 égale à p. P, c'est la valeur, c'est le résultat trouvé en faisant 1 fois 5. Après avoir fini d'afficher 1 fois 5, comme dans un boucle, qu'est-ce qu'on fait? On demande à i de s'incrémenter pour qu'il passe à 2.
Alors, quand il va s'incrémenter, on peut mettre dans fin tant que imaginez. Donc, quand on va faire 2, on va monter, on va faire 2 est inférieur à 10. C'est vrai, on va faire maintenant P reçoit 2 fois 5. Et on affiche ainsi de suite jusqu'à ce qu'il va dépasser 10. Après, on va mettre fin. Alors, il est plus facile également d'utiliser la boucle pour. Vous observez là, voilà notre algorithme, premier algorithme. Alors là, à l'algorithme pour, je mets toujours l'entête, algorithme table multiplication 5. Je mets var i. Bon, j'appelle t pour faire une différence, quand même, pour ne pas avoir les mêmes variables. J'appelle t qui va continuer le produit de notre multiplication. Je dis début. J'initialise i à 1 comme tout à l'heure. Je ne suis pas obligé d'initialiser ici, on va savoir pourquoi, mais je peux le faire. Alors, je dis pour i de 1 à 10. Alors, je dis bien que je n'étais pas obligé d'initialiser, mais j'ai initialisé en expliquant que c'est facultatif, parce que là, on voit déjà que i de 1 à 10, ça impose que la valeur de i va aller de 1 à 10. C'est automatique. Donc, on sait déjà que quand on dit pour i de 1 à 10, i va aller à 1. On va exécuter à 2. On va exécuter. Qu'est-ce qu'on exécute? P reçoit i fois 5. Et j'affiche et je mets fin pour. Vous voyez, quand i est à 1, quand on dit pour i de 1 à 10, quand i est à 1, on fait 1 fois 5. Quand i est à 2, 2 fois 5. C'est automatique. Après, on met dans P, dans T, pardon, vous excusez. Là où il y a P, là, ça devait être T. Bon, c'est une erreur de syntaxe. Donc, en pression, on devait avoir T reçoit i fois 5. Ensuite, on affiche i reçoit i fois 5 est égal à t. Bon, j'ai dit bien c'est t, hein, parce que p, là, on a déjà utilisé, c'est juste une erreur de multiplication. Et là, je mets fin. Bien là, voilà l'algorithme. Donc, nous sommes rendus à la fin de notre vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, vous n'êtes pas abonné, de liker, alors, et de partager. Et je ne peux pas vous prendre congé de vous sans vous conseiller cette collection, le leader, qui renferme tous les éléments nécessaires pour se perfectionner en informatique. C'est disponible dans toutes les classes, du 6e en terminale, première année en terminale, première TI, terminale TI. Il faut l'avoir. Alors, voilà mon numéro WhatsApp pour toute question, pour toute inquiétude. Également, si vous avez besoin de cette collection, le leader en informatique, pour avoir des compétences. Voilà la page Facebook, le leader en info. N'oubliez pas que la page YouTube aussi, c'est le leader en info. N'oubliez pas de partager. À bientôt dans notre prochaine vidéo qui sera intitulée, la prochaine vidéo sera intitulée logiquement les tableaux et les fonctions. À plus.